Là, il m'a fait sauter de ma chaise. C'est un joueur qui incarnait l'OL. Dans le contexte actuel, c'est vraiment très fort. Pourquoi avoir de doutes? Il y a beaucoup d'absents et je pense que ça va faire mal ça. Wesh les pélos, on est de retour pour les quarts de finale de Coupe de France Crédit Agricole et comme d'habitude, il n'y a pas de suspense, tu sais où je me trouve, au Groupama Stadium pour la rencontre OL-Lens. Avant d'enchaîner avec la vidéo, surtout tu n'oublies pas de t'abonner à cette chaîne, ça me fait très plaisir, mais en plus ça m'aide pour te sortir d'autres vidéos tous les vendredis à 18 h. Évidemment, tu likes ce contenu s'il te plaît et dis-moi en commentaire quel est ton meilleur souvenir avec l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. On part à la découverte de l'OL Vallée, du musée du club et bien sûr du Groupama Stadium, le tout avec un invité de marque, Sirius Charlie. Ce nom te dit quelque chose? Allez, reste bien connecté, on va le retrouver pour qu'il nous fasse visiter tout ça. C'est maintenant. Raconte-nous un peu où est-ce qu'on se trouve, s'il te plaît. Alors là, on est au musée de l'OL. C'est un grand endroit juste dans le stade qui a été inauguré un peu plus tard après l'ouverture du stade. C'est un énorme endroit, on ne se rend pas compte quand on est dehors de la taille de l'endroit. Et donc, pour retracer toute l'histoire de l'OL, l'histoire de ses succès. Et c'est vraiment un lieu, à mon sens, qu'il faut montrer à ses gamins si on a envie qu'ils soient supporters de l'OL, quoi. Si l'Olympique Lyonnais a vu le jour en 1950, les amateurs de ballon rond tâtaient déjà le cuir entre Rhône et Saône depuis bien longtemps. Pour appréhender les prémices de la passion lyonnaise pour la chose footballistique, il faut remonter jusqu'en 1893, date de naissance du Football Club de Lyon. Juste après, justement, on va aller voir la salle des trophées. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de monsieur Jean-Michel Aulas. Est-ce que tu peux me raconter comment il est arrivé à Lyon et comment est-ce qu'il a marqué ce club? Jean-Michel Aulas, c'est un peu une histoire un peu, tu sais, comme les mangas, les shonen, quoi. Il arrive à l'OL en 87, le club va pas bien, et en fait c'est presque par hasard, à ce moment-là, il est membre du club des 100, donc club des loges et compagnie, et l'OL va mal, l'OL est en D2, c'est compliqué, et il arrive un peu à la tête du club presque par hasard, il est poussé par Bernard Tapie à l'époque, qui dit ce serait pas mal que ce jeune industriel qui réussit tout dans sa vie autour de l'OL vienne aider l'OL à aller sur le devant de la scène, et c'est ce qui se passe. Donc derrière, il devient administrateur du club, puis président. Et à partir de là, s'ensuit une dynastie qui va durer jusqu'à la fin des années 2000. Et en fait, c'est presque un hasard. Hein. Au départ, Jean-Michel Aulas n'était pas forcément programmé pour ne serait-ce que prendre la tête de l'Olympique Lyonnais et l'emmener aussi au... Ouais. Justement, parlons-en des années 2000, du grand Olympique Lyonnais. Comment expliques-tu justement ces performances? Tout semblait leur réussir à cette époque. Comment est-ce que tu l'expliques? Ça s'explique justement par ce changement de dimension. Oui. Arrivé à la fin des années 90, il y a Pathé qui rentre au capital de l'Olympique Lyonnais. À ce moment-là, les moyens deviennent différents. Et l'OL peut passer à l'étape supérieure de la fusée. C'était une métaphore que Jean-Michel Aulas aimait bien prendre, cette métaphore des différents étages de la fusée. Et à partir du moment où l'OL change de dimension, l'OL est en capacité de se transformer en termes d'effectifs. Et à ce moment-là, l'OL prend une avance en France pendant 10 ans. Ce serait quasiment impossible de venir les chercher. Et c'est une construction qui s'est faite par étapes, avec une vision qui s'est fait petit à petit. L'OL est d'abord revenu en D1, puis ensuite est venu aller chatouiller les gros clubs de l'époque. On se souvient de la saison 95 de Nantes, mais en fait c'est Lyon qui était deuxième, même si on n'était pas à côté. Hein. Ils étaient tout en haut de Nantes à cette époque-là. Et au fur et à mesure, ça a fini par tomber au bout d'un moment, ce titre, puis c'est 7 titres derrière. On a mis 52 ans avant d'être champion. On a mis 14 ans avant d'avoir notre premier trophée, la Coupe de France. Cette Coupe de France, glanée en 1964, nous qualifiait à l'époque pour une compétition qui n'existe plus aujourd'hui, que moi j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, la Coupe des vainqueurs des coupes. Et pour le coup, la tradition européenne de l'OL, elle remonte déjà à ces années-là. Et là, on a par exemple un souvenir du Sporting Lisbonne, qui en fait, en veille de match de Coupe d'Europe, les dirigeants des clubs se rencontrent, dînent ensemble et s'offrent des cadeaux. Pareil, la Coupe nous permet en 67 de retourner en Coupe d'Europe. Donc ici, vous avez deux rencontres face à Tottenham et on se qualifie en plus. C'est trop mignon. On continue la visite du Groupama Stadium, mais il faut absolument que je te montre un truc super cool. T'es prêt? C'est ce petit bouton qui se trouve juste là. Viens voir, approche. C'est génial. Catastrophique de l'Olympique Lyonnais. Pas de chance, pas d'occasion.
Des faiblesses techniques. L'autre retrouvé si à la tête baissée, sous les cycles. Quel miracle, le cours du match pourrait s'inverser. Hé, les gars, vous dormez ou quoi? Non, j'ai la tête, qu'est-ce qui vous arrive? Levez-vous, hein. Depuis 45 minutes, on fait n'importe quoi. Vous avez pas joué ou quoi? On n'a pas joué, on n'a pas rien, Joël, on n'a pas tiré, on n'a rien fait. Mais t'as peur de quoi et de qui? Ici, on est chez nous. C'est génial. C'est génial. J'adore. J'avais peur de me faire crier dessus, mais c'est bien, ça m'a remotivée. Évidemment, je pouvais pas t'emmener visiter le Groupama Stadium sans te faire visiter les studios d'OL Play. Et je peux te dire qu'il y en a du boulot parce qu'ils commandent pas seulement toutes les compétitions de l'équipe A masculine, mais aussi les féminines, l'académie, ça fait énormément de travail. Et donc forcément, il leur fallait des studios à la hauteur de leur travail. À l'instant où je te parle, je me trouve sur le banc de touche des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et comme à l'anglaise, il se trouve au milieu des sièges des supporters. L'architecture de ce stade a été imaginée par un Anglais du nom de Gary Reeves. Et il y a plusieurs petites choses que j'ai envie de te pointer. La première, c'est que les zones hospitalité sont sur les côtés du terrain, mais pas derrière, au niveau des virages. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il avait promis que certes, il y aurait un certain nombre de places hospitalité avec des loges, etc. pour les partenaires, les invités VIP, mais lui qui est un grand fan de foot, voulait absolument que les tribunes supporters puissent accueillir des tifos sans être interrompus par une loge par exemple. Un peu plus haut, à ma gauche, on retrouve une des 5 brasseries Bocuse. Et sache qu'elle est ouverte toute la semaine. Donc si l'envie te prend de te faire un déjeuner, tu peux venir ici au Groupama Stadium et manger avec une splendide vue sur la pelouse. Qui dit car, dit VAR. Et oui, savais-tu que c'est à partir des quarts de finale de coupe qu'on introduit l'assistance vidéo? Et ben voilà, maintenant tu le sais, c'est gratuit, c'est pour moi. Charlie, parle-moi un petit peu de ce stade. En quelle année est-ce qu'il a été construit? Il a mis du temps à être construit, il a été inauguré en 2016, donc il y a 10 ans, on a fêté les 10 ans là, cette année. C'est un formidable outil, comme on disait à l'époque, on ironisait parce qu'il était super moderne, il avait le Wi-Fi, c'est Jean-Michel Aulas qui l'appelait comme ça. C'est resté, mais ça s'est perdu avec le temps. C'est la maison quoi, c'est devenu la maison avec le temps. On a dû quitter, je pense que tous les supporters un peu malgré eux ont quitté Gerland, le cœur un peu lourd, mais c'était l'étape d'après quoi. Si tu devais me citer ces 3 plus belles qualités à ce stade, quelles seraient-elles? Il sonne bien. Quand il est plein, il se passe quelque chose de fou. Il y a des supporters qui se moquent un peu de nous parce qu'on est chauvin à Lyon et on n'est pas objectif. Mais moi, je pense que les plus belles ambiances que j'ai vécues dans un stade, je les ai vécues ici. Alors, j'en ai pas vécu 1000. J'ai connu le Vélodrome, j'ai connu le Parc des Princes et il y a des très belles ambiances là-bas. Mais il n'y a pas le cœur qui y est forcément. Je pense qu'ici, dans ce stade, quand il est rempli à ras-bord et qu'il y a des gros enjeux, il se passe quelque chose de magique. Et je pense que c'est ça la grande différence, même si Gerland était un stade fabuleux aussi. La deuxième qualité, c'est qu'il est moderne en vrai. Voilà, et puis il est beau quoi. Tu vois, enfin, ça fait vraiment entre. Tu vois, ça fait un peu à l'anglaise, les couleurs, les sièges. Moi j'aime bien les stades avec des sièges comme ça, avec des belles couleurs. Ouais. Et je sais pas, je trouve que quand il est, même quand il est vide, il est un peu majestueux. Et puis quand il est rempli, c'est génial. Il me tarde de le voir rempli en tout cas. Ouais, J'aimerais que tu me parles, si tu le veux bien, un petit peu du centre de formation. Qu'est-ce qui fait sa force selon toi? L'histoire, ouais. La ville aussi. On est une grande ville française et on a la chance, entre guillemets, d'être le seul gros club français avec Saint-Étienne de quasiment toute la région, donc ça brasse beaucoup de jeunes. Le succès des jeunes amène les autres jeunes et le rayonnement apporte le rayonnement, donc il y a cette culture à Lyon de donner leur chance aux jeunes. Il y a des grands jeunes qui sont partis très 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 haut et je pense qu'il y a cet ADN. Moi, je crois très fort aux ADN dans les clubs de foot, les ADN européens, les ADN de joueurs formés localement. Et je pense que c'est ça, il y a un poids de l'histoire sur le centre de formation. Et puis, il y a une expertise aussi d'année en année, de décennie en décennie, qui fait que Lyon est une terre de jeunes, quoi. Et puis, le centre de formation de Lyon, c'est aussi plein de petits jeunes qui n'avaient pas forcément le niveau pour aller en Ligue des Champions, mais qui ont fait des très belles carrières. Et parfois, on les retrouve, on les a perdus de vue, on les a perdus quelque part après, ils sont partis du centre. On les retrouve, on a eu ça avec Nico Tadze, qui était parti du club à 15 ans. On a eu ça avec Esteban Le Paul, qui est parti du club. Parti à Angers, il est revenu à Rennes et on le retrouve ici. On en a eu plein des comme ça. On a eu Gaëtan Perrin qui est resté quelques temps à l'OL, qui est parti et qui est revenu ensuite avec le LOSC. Et en fait, moi je trouve que c'est plein de petites belles histoires comme ça, de joueurs qu'on retrouve en national, en D2, à l'étranger. Et puis parfois ils reviennent à Lyon et on se dit ah bah tiens, lui il est formé à Lyon. Et un peu partout en France, tu as des joueurs qui sont formés à Lyon. Généralement quand ils reviennent ici, ils nous mettent des buts. Mais je trouve que c'est cette culture-là d'arroser un peu le monde avec... notre fierté lyonnaise, quoi. Avant, on était champion de France, on était des concurrents à l'Europe. Maintenant, on a une fierté qui est que y a du Lyonnais partout, quoi. Est-ce que pour toi, le centre de formation lyonnais, est-ce que c'est toujours une référence ou est-ce qu'il vit sur sa réputation? Pour moi, c'est
ça reste une référence parce que ces dernières années, on peut regarder les joueurs qui y sortent. Bradley Barcola qui a gagné une Ligue des Champions. Castello Luqueba qui est à Leipzig aussi en Allemagne qui performe plutôt bien, la Mamadou Sarr qui était à Strasbourg qui vient d'être transféré à Chelsea. Après bien sûr il y a des hauts et des bas, il y a des trous générationnels et c'est là où c'est difficile d'être toujours constamment au haut niveau. Et parmi les lionceaux qui ont été formés chez vous, lequel a le plus marqué l'histoire du club, tu dirais? Il y en a deux qui me viennent en tête immédiatement. Il y en a un qui est évident parce qu'il a marqué l'histoire du football et il est Ballon d'Or, c'est Karim Benzema. Mais dans le fond, Karim Benzema, il a marqué l'histoire du club évidemment, mais il n'est pas resté suffisamment longtemps pour exploser à son meilleur niveau à Lyon. Mais je pense ensuite que tu as des joueurs qui ont marqué l'histoire du club clairement, notamment Sidney Govou qui était là toutes les grandes années. Ceux qu'on a vus récemment, que ce soit les Lacazette, les Fekir, qui ont porté le club à bout de bras quand il était pas très en forme. Et puis Bernard Lacombe évidemment. Si on peut parler avec le cœur aussi, il y a Nabil Fekir, Oussem Aouar. Si on parle aussi encore avec le cœur, je dirais aussi Lacazette, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso qui est là actuellement, le capitaine. Parce que c'est des joueurs qui nous ont marqués, ils nous ont donné des émotions. Maxime Gonalon, qui a fait aussi une belle carrière à Lyon, parce qu'en fait, tous ces joueurs-là, ils nous ont donné quelque chose. Ils nous ont transmis des émotions et je pense que c'est ça le plus important. J'écoutais la dernière fois l'interview d'entrée, en fait, Christian Bassila, qui vient d'arriver, enfin qui fait son retour à l'Olympique Lyonnais, qui est en tant que directeur du centre de formation, et il disait que c'est pas forcément les plus talentueux qui restent le plus longtemps au haut niveau et qui performent, c'est surtout le plus compétitif, parce qu'à Lyon on a entendu énormément de joueurs talentueux. Je peux en citer Fares Balouli, Yacine Benzia, Yanis Tafer. C'est des joueurs peut-être que tu ne connais pas, mais à Lyon on les connaissait parce qu'ils étaient très talentueux. Mais il leur a manqué certainement un petit truc pour passer ce cap. Si on regarde maintenant, Bradley Barcola, même s'il a du talent, je pense pas que ça soit le plus talentueux de sa génération. On l'a pas mis le plus en avant. Avant qu'il performe à Lyon, il a failli partir en Suisse. Et là maintenant, il est au PSG, il a gagné une Ligue des Champions, certainement dans l'équipe de France cet été en Coupe du Monde. Donc tu vois, ça peut aller vite et je pense qu'il a pas lâché et mentalement. Il est prêt à être au haut niveau parce qu'il est compétiteur et qu'il a envie de gagner partout où il va. Bienvenue au Groupama OL Training Center. C'est pas beau ça, regarde-moi c'est en radio. On est arrivé au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais et sans plus attendre, je t'emmène au plus près des joueurs pour l'entraînement. Bon, j'ai fait de mon mieux. Tu vas pas te plaindre non plus. Allez, c'est parti, on y va. Comme tu le sais, à l'entraînement, la ponctualité, c'est très important. Et ici, à l'OL, les joueurs, pour chaque minute de retard, ils écopent d'une amende. Alors, selon toi, qui aura le plus de retard aujourd'hui? Bon, pas d'amende aujourd'hui. Les joueurs sont tous arrivés en même temps à l'entraînement car ils sortent d'une séance de vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Effectivement, tu as un quart de finale de Coupe de France Crédit Agricole à préparer. Il faut t'y préparer correctement. Du coup, tout le groupe est arrivé en même temps sur la pelouse. Et je suis presque un petit peu déçue, moi. Je m'appelle Hugo Guillemet, je suis reporter au journal L'Équipe et en charge du suivi de l'Olympique Lyonnais, depuis 4 ou 5 ans. Parle-moi de la relation du club, s'il te plaît, avec les joueurs de nationalité brésilienne. Il y a une relation particulière, il y a une filiation. En fait, ça remonte à la fin des années 90. Il y a un des premiers joueurs brésiliens qui a joué ici qui s'appelle Marcelo et qui est retourné ensuite au Brésil être recruteur pour le club au Brésil. Et avec Bernard Lacombe qui était directeur sportif et conseiller du président Aulas, ils ont développé la filière brésilienne avec Edmilson, Cachapa, Juninho, Sonny Anderson et voilà tous les Brésiliens qu'on connaît et qui ont fait les succès du club. En fait, les dynasties un peu nationales de certains clubs, elles s'expliquent par un cercle vertueux. Ouais. C'est pas le seul club en France qui a des dynasties de ce type-là. Je sais pas, on peut citer par exemple Rennes avec les joueurs scandinaves. Oui. En fait, il y en a un qui arrive, ça se passe bien, c'est une vitrine pour le club. Du coup, les autres ont envie de venir. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Lyon. Et ça s'est perpétué avec le temps. On a eu des gros joueurs à Lyon qui sont venus parce qu'il y avait des ambassadeurs tels Juninho ou Sonny Anderson qui ont donc fait le choix de venir à Lyon. Guimarães, Paqueta et plus récemment Hendrick, je pense qu'ils viennent parce qu'il y a cette histoire-là et parce qu'ils savent qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils vont être visibles dans leur pays mais aussi sur la scène internationale. Et il y en a un autre Brésilien qui vient d'arriver chez vous, c'est Hendrick. Qu'est-ce que tu penses que son arrivée va insuffler au club et à l'effectif ?
Pour moi, c'est la première vraie grosse star internationale qui vient à l'OL depuis un certain temps. Oui. Il y a quand même cette culture à Lyon d'avoir des joueurs icônes, on va dire. Il y a eu Depay qui est venu de Manchester United se refaire la santé et on a vu la suite. On a eu avant des joueurs majeurs. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'OL des joueurs lumière, en fait, tout simplement. Bah, je pense que c'est vraiment inespéré pour l'OL d'avoir un joueur comme lui. Même pour un club de Ligue 1 hors PSG, d'avoir un joueur de cette envergure dans notre championnat. Après, c'est une très belle opportunité pour l'OL, mais aussi pour le joueur, pour pouvoir se relancer pour la Coupe du Monde. Et il faut souligner aussi le travail du club et de la cellule de recrutement, du directeur sportif Mathieu Louis-Jean, parce qu'attirer un joueur comme ça, d'une telle envergure, d'un tel niveau, à l'OL, dans le contexte actuel, c'est vraiment très fort et je pense que voilà, il va beaucoup apporter. Il apporte beaucoup d'un point de vue marketing, mais sur le plan sportif, on l'a vu, il apporte déjà beaucoup et ça va encore aller en s'améliorant. Et quand on regarde surtout l'été de Lyon, on perd Mikotadze en fin de mercato, on a Satriano mais qui était censé être une doublure, donc à un moment donné on jouait sans attaquant. Et là, du ciel. Exactement. Il est tombé comme ça. Tout de suite et du côté analyste, je trouve que c'est un profil très intéressant parce qu'en fait il apporte cette fougue, cette fraîcheur. Il est aussi très imprévisible, donc comme on peut le voir, il peut tirer de n'importe où. Le dernier joueur qu'on a vu faire ça à Lyon, c'était Mariano Diaz et il a fait une superbe saison parce qu'il repart au Real l'année d'après. Donc franchement c'est un profil très intéressant, très puissant, avec des qualités de déplacement et d'appel efficients, je dirais, parce que c'est toujours droit vers le but, c'est très rarement excentré, même s'il est il est énormément sur le côté droit. Donc voilà. Franchement, pour moi, c'est un deal gagnant-gagnant. J'ai l'impression qu'il a déjà été accueilli très dignement et je pense que cette petite fenêtre de 6 mois, c'est un peu son Erasmus à lui, quoi, lui permettra, j'espère en tout cas, de rentrer au Real Madrid ou ailleurs, j'en sais rien, et d'exploser au grand jour. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, quoi. Mais si Hendrick est à la base d'un titre, ou même 2, on sait jamais, à ce moment-là, même 6 mois, ça lui suffira à rentrer dans la légende, quoi. Et voilà les pélos, la séance d'entraînement est terminée, les joueurs sortent un à un à présent pour saluer les supporters qui se trouvent derrière moi. Et toi, dis-moi, est-ce que ça t'a plu cette petite séance au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais? Et pour ça, on dit merci qui? Merci Jean-Michel. Nous voici désormais place Bellecour. Je t'emmène faire une petite visite de Lyon parce que tu ne le sais peut-être pas, mais c'est une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est ici qu'est né le cinéma et la ville est aussi connue pour sa gastronomie. On va aller voir si on rencontre quelques petits supporters au passage. Allons-y. Camille, Louis, faites-moi un petit peu le point sur la saison de l'Olympique Lyonnais. Moi je suis super content honnêtement, on enchaîne des belles victoires. Face à Strasbourg c'était dur, face à Marseille je trouve on s'est un peu fait, pas voler, mais bon on méritait le nul je pense. Mais sinon je suis super satisfait de nos joueurs. Louis, toi dis-moi, quelles sont tes attentes en tant que supporter? Moi ça serait vraiment d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que c'est vraiment faisable. Là en ce moment on est qualifié. Donc il suffit de voir jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Dites-moi comment vous la sentez la rencontre de demain face au RC Lens et face à ce fameux Pierre Sage que j'imagine vous connaissez bien. Moi je pense que ça va être dur, tout d'abord parce que il n'y aura pas Kluivert, il n'y aura pas Fofana qui revient face au Paris FC, il y a beaucoup d'absents et je pense que ça va faire mal ça. Mais du coup au niveau de la rencontre, vous voyez plutôt une victoire de Lyon ou une victoire de Lens? Moi je vois une victoire 1-0, un peu arrachée dernière minute mais un match compliqué en tout cas. Et voilà, ainsi s'achève notre petite visite de Lyon. Je voulais surtout pas rater ça. Je t'ai donc emmené à la place Bellecour, la place des terreaux, et on termine avec ma préférée, la basilique Notre-Dame de Fourvière. Je te laisse admirer le panorama pendant encore quelques secondes. Et maintenant, il est temps d'aller goûter une spécialité lyonnaise. Évidemment, on ne pouvait pas passer à Lyon sans passer par la marinade. Et au passage, j'ai rencontré un supporter de l'Olympique Lyonnais. Comment ça va, Val? Ça va et toi? T'as la tête d'un mec qui a faim, là. Ouais. T'as l'habitude de venir ici, toi? Ouais, souvent, c'est une référence ici. Ah ouais? Eh ben écoute, sans plus tarder, on va goûter tout ça, ok? Allez, voilà. Val, j'ai l'impression que tu t'es régalé. Oui. Maintenant qu'on est dans la phase de digestion, raconte-moi un petit peu comment tu la vois, la rencontre de demain. Ça va être un gros match. Il faut se méfier de Lens, qui est quand même une très très bonne équipe. Si on y va avec la même intensité que celle qu'on avait au Vélodrome, j'ai déjà un peu plus d'espoir. Ok. Donc tu espères la même intensité, voire plus?
ce serait idéal. Ok. On peut peut-être prétendre à aller chercher une Coupe de France. Qu'est-ce que ça signifierait pour le club et pour les supporters de remporter la Coupe de France après 14 ans sans remporter ce titre? Bah, ce serait bien, parce que ça fait longtemps déjà, pour commencer. Et puis, dans le contexte actuel, on revient de loin, on revient de très loin. On a frôlé la catastrophe. Et là, aujourd'hui, on se rapproche tout doucement d'une finale, peut-être, sur un malentendu. On se défend bien en Ligue 1, on se défend bien en Europa League. Moi, j'y crois. Mais si tu oublies toute ton objectivité, pour toi, Lyon peut prétendre au titre de champion et et à la Coupe de France cette année? Ou est-ce qu'il ne faut pas se montrer trop gourmand? J'ai toujours eu les yeux plus gros que le ventre, mais la Coupe de France, pourquoi pas? Ça peut aller très vite. La Ligue 1, c'est déjà un peu plus dur, notamment avec le PSG par exemple. Effectivement. Bon allez, tu me fais un petit pronostic avant le match? Allez, 2-1 pour Lyon. Ok. Mais une bataille sévère quand même. Ouais. Ça va pas être si simple, ça va être à l'arraché. La voici juste derrière moi, la fameuse OL Valley. Donc, si on récapitule, on a le stade qui se trouve sur ma gauche, juste derrière le pôle de loisirs, on a aussi un pôle médical et la LDLC Arena, qui est une salle de concert. Tout se trouve concentré juste ici. Du coup, si tu veux venir rejoindre tes potes avant le match, ou bien juste boire un verre et te détendre, c'est ici qu'il faut venir. Charlie, on se trouve désormais dans la salle des trophées. J'aimerais s'il te plaît que tu me parles de quelques-unes des coupes qui s'y trouvent et de celles qui t'ont le plus marqué. Ça te dit? Ouais. Alors là, on a la Ligue des Champions des filles, il y a quand même un certain nombre. Et là, on a les deux, moi dans ma vie de supporter, les plus marquants parce que j'ai été jeune. On a le premier titre de quand j'étais gamin, qui est la Coupe de la Ligue, gagnée contre Monaco en 2001. Ouais. Et là, on a le trophée de champion de France, le premier, le plus beau, celui qui est marquant à vie, avec la finale contre le RC Lens. Voilà. Bon, après, t'en as plein. T'as les Coupes de France, t'as les différents titres de champion de France autour, les hexagones comme on les appelait aussi à l'époque. Ouais. Voilà. Et puis bon, malheureusement, il y en a plus trop depuis 10 ans, quoi. Ah, ouais. Voilà. Mais donc on espère évidemment qu'on pourra en remettre une au moins cette année, quoi. Bon, pour l'instant, c'est les filles qui remplissent l'armoire à trophées, sinon ça commencerait à prendre un petit peu la poussière. Mais bon, mine de rien, des Coupes de France, vous en avez quand même gagné 5, ce n'est pas rien. Ouais. J'aimerais que tu me racontes ton plus beau et ton pire souvenir en Coupe de France. Alors paradoxalement, ça va pas être les victoires. Je crois que si je dois prendre les meilleurs et les pires souvenirs, et c'est un peu paradoxal, ils sont liés à un même club, et c'est le FC Nantes. Ok. J'ai deux souvenirs majeurs. Il y a le premier qui est le match contre le FC Nantes il y a quelques années. Je crois que c'était en 2022, peut-être 2021, où c'est le premier match de Ryan Cherki en tant que titulaire. Ok. Et je me souviens très bien parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je me mets 2 buts, 2 passes D. Un alien. Ouais, un alien. Et les deux souvenirs un peu moins sympas, c'était une élimination en demi-finale contre Nantes, l'année où il la gagne justement, où c'était tout droit. Et on a réussi à perdre contre Nantes et on était vraiment très très mauvais sur ce match contre Nantes. Il y avait vraiment beaucoup de colère ce jour-là. Et un autre souvenir qui est négatif dans l'absolu mais un peu absurde, qui était une élimination aussi contre Nantes à la Beaujoire, avec un triplé de Vincent Bessa qui est formé à Lyon. Moi j'étais en tribune avec mon coloc nantais à l'époque. Et je me souviens très bien que les supporters nantais sont franchement adorables. J'étais en tribune avec eux, ils m'avaient capté que j'étais lyonnais et ils avaient été super sympas. Ils m'avaient pris dans les bras en me disant t'inquiète pas, nous non plus on comprend pas comment Vincent Bessa met un triplé. Donc c'était un peu doux amer parce qu'à la fois j'étais très frustré de l'élimination, mais en même temps j'avais vu un truc absurde d'un triplé de Vincent Bessa, victoire 3-2 de Nantes. Donc c'était un peu mémorable en 2015. Ah là là, je dirais Épinal. Ok, pourquoi? Épinal, pourquoi? Parce que la saison elle était elle était longue et on peut se dire on se raccroche souvent à la Coupe de France et on n'a pas envie d'être l'équipe qui se fait, surtout quand on est un grand de France, une grosse équipe française, on n'a pas envie d'être l'équipe qui se fait éliminer par le Petit Poucet ou par l'équipe qui est, on va dire, en dessous. J'aimerais que tu me fasses un petit point, toi, ton avis personnel sur la saison actuelle de Lyon. Elle est inespérée parce que on a tendance un peu à l'oublier parce que là on est 3e au moment où je te parle et il y a quelques mois en juin on était mort quoi. Donc même cette saison elle s'amorçait comme une saison de transition, on perd notre meilleur buteur à 31 août. On ne sait pas jusqu'où ça va aller maintenant, jusqu'où on peut rêver. Il y a même encore quelques mois on se disait top 4 c'est bien, maintenant on commence à rêver du podium. On est encore en lice en Coupe de France, en Europa League. Il se passe un truc, donc on espère que ce truc qui se passe, il va nous emmener haut, il va nous emmener loin et qu'on va pouvoir rêver jusqu'au bout. On est plein d'espoir, je pense, des espoirs qu'on n'aurait pas imaginé possible l'été dernier. Et
Ah voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Le parcours en Coupe de France, il est un peu particulier parce qu'il y a eu un club amateur qui est voisin de l'Olympique Lyonnais, Saint-Cyr-Mont-d'Or, un village où beaucoup de joueurs habitent d'ailleurs. Et bon, ça c'était plus une fête du foot qu'un véritable enjeu sportif parce qu'on savait que l'OL allait l'emporter, c'était au Groupama Stadium. Ensuite, il y a une très grosse performance quand même à Lille avec le premier but d'Hendrick justement. Et ensuite, la réception de Laval au Groupama Stadium, qui était un adversaire facile sur le papier, mais ça s'est avéré un petit peu compliqué. Il a encore fallu un grand Hendrick pour se qualifier. Donc on verra si Hendrick face à Lens sera encore performant, mais ça va être un autre gros morceau Lens de la même manière que Lille. On continue la visite et maintenant il est temps pour toi de découvrir un des endroits les plus sacrés du Groupama Stadium, le vestiaire bien sûr. Regarde-moi ça, c'est pas beau ? Ils ont fait un travail exceptionnel, tout est millimétré, il ne manque rien. Et en plus, ça sent pas la chaussette. Parle-moi un petit peu de la façon dont tu abordes le match de ce soir. Toujours avec crainte, je pense que c'est le quotidien des supporters, même quand on est confiant, on a un peu peur, surtout en coupe. C'est des matchs qui sont coup près, il en reste 3 avant le titre. Si on gagne ce soir, ce sera 90 minutes avant la finale. C'est toujours beaucoup d'excitation, les matchs de coupe c'est différent. Les derniers parcours de l'OL en coupe, il y a eu des rebondissements, parfois sympas, type victoire au tir au but contre Strasbourg, parfois un peu moins, comme par exemple le Paris FC il y a quelques années. Donc c'est toujours un moment particulier, c'est toujours un stress particulier. Donc je suis jamais confiant en arrivant au stade, jamais, même quand on joue en promu ou quoi que ce soit, c'est toujours un moment, c'est difficile, toujours un petit peu les chocottes quoi. Surtout en coupe en plus. Ouais, et puis là c'est Lens en face, ouais. Après c'est jamais Lens facile. De Pierre Sage. C'est le Lens de Pierre Sage qu'on a battu cette saison, mais c'était dur. Donc voilà, très excité, ouais. Ce fameux Pierre Sage, comment est-ce qu'il a changé l'Olympique Lyonnais ? Il a changé en redonnant énormément confiance à l'équipe parce qu'il est arrivé dans un moment très très difficile pour tout le monde. Il a réussi à donner confiance à l'équipe. Ensuite, comme les victoires appellent les victoires, donc il a commencé à enchaîner des matchs et pouvoir mettre un petit peu sa patte parce qu'il est retourné sur des choses simples au départ et ensuite, dès qu'on a pu gagner, petit à petit, il peut mettre sa patte et faire en sorte que l'équipe lui ressemble. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a apporté toute sa simplicité à l'Olympique Lyonnais et c'est pour ça, pour moi, qu'il a fonctionné. Si je ne me trompe pas, demain vous avez votre anniversaire, donc vous avez un cadeau. Vous espérez demain soir? J'espère, mais c'est pas le plus important. Je pense que le plus important est l'équipe faire un bon match contre une grande équipe, une équipe qui est pour moi le meilleur de notre championnat et a démontré jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup l'équipe de Lens, avec beaucoup d'intensité, une équipe beaucoup expérimentée, une équipe très équilibrée, avec beaucoup de qualité. Je pense que Pierre a fait un grand travail jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je pense que ce sera un match très très difficile pour nous et je m'attends que pour Lens aussi. Pour moi, le plus important est l'équipe continuer à avoir cette courage dans le terrain. Pourquoi avoir des doutes en ce moment? Nous devons continuer notre travail comme on a fait jusqu'à maintenant, avec humilité, mais avec le même courage, parce que nous sommes en ótima position en toutes les compétitions. Il y a des gamins, j'en croise souvent parfois au stade, qui ont supporté l'OL, ils n'ont jamais vu un titre. Ou alors ils avaient 4-5 ans quand on a gagné contre Queville. Et je me dis que, en fait, nous, les trentenaires, on a bien... Vous avez bien mangé. On a bien mangé, voilà. On a connu le grand OL, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est exigeant. Mais je me souviens, il y a quelques temps, je crois que c'était contre Bâle, la première mi-temps est pas ouf, et j'étais en tribune et il y avait un papa avec son gamin, et le papa était en train de péter un plomb. Et le gamin, ça allait, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il était habitué à ce qu'on joue pas très bien. Et le papa, il dit, à un moment, il me regarde, il me fait « Mais il sait pas, lui !» Il n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Moi, j'aimerais que, j'allais dire c'est pas pour moi, bien sûr que si, c'est pour moi, mais j'aimerais que les jeunes générations qui supportent l'OL, qui n'ont pas, le frigo est un peu vide, on va dire, aient quelque chose sur lesquels ils puissent se dire on a gagné un truc. Patrice, s'il te plaît, explique-moi ce que tu as entre les mains. Alors j'ai entre les mains le maillot partagé. C'est un concept qui réunit sur un même maillot deux clubs
2 histoires. Et c'est un concept qui est destiné aux enfants pour justement véhiculer de la bienveillance, de la tolérance. Sur ce maillot, côté gauche, on peut afficher le côté cœur de son équipe. Côté droit, on affiche l'équipe qu'on reçoit. Donc l'idée, c'est par les enfants qui véhiculent tout ce qui doit être aujourd'hui véhiculé dans le sport, le respect, la tolérance, la bienveillance. L'idée m'est venue en 2013, le 24 février 2013, lors d'une rencontre PSG-Marseille. J'accompagnais mes enfants sur ce match. Ma fille avait le maillot de Marseille, mon fils le maillot de Paris. Et malheureusement, en tribune, ça n'a pas été très bien perçu. On a reçu des projectiles. Ma fille a été un petit peu violentée de projectiles et d'insultes. Donc je suis rentré à la maison un peu décontenancé, ce qui devait être une fête, malheureusement, ne l'a pas été. Et l'idée m'est venue de couper les maillots de mon fils à l'époque. J'ai fait des prototypes et effectivement, j'ai associé 2 maillots pour justement me dire qui aurait, quand on porte les 2 couleurs, qui aurait jeté des cailloux à qui. Finalement, on pouvait associer dans le sport 2 couleurs. C'est parti pour ce quart de finale qui oppose l'Olympique Lyonnais au RC Lens. On est aux premières loges. C'est parti. Oh, c'est bon! Dommage. Abdoulhamid qui a pris son couloir, la frappe et l'ouverture du score de Florian Thauvin. Quoi? Il me fait peur. Ah! On laisse Thauvin récupérer ce ballon. Thauvin qui va lancer Abdallah Sima. Sima face à Rémi Descamps, 2-0 pour le Racing Club de Lens. Je suis dépité. On est sur une fin de première mi-temps, c'est mené 2-0. J'ai froid. On n'a pas sucré les bonnes occasions. Bah voilà, c'est terminé. Lens mène 2-0. Pour l'instant, la place en demi-finale, elle est tout sauf garantie pour l'Olympique Lyonnais. C'est l'engagement total du début à la fin, les mecs. C'est comme ça. Devant, on va marquer, les gars. On va jouer la deuxième mi-temps comme c'était une finale. Et en milieu, on est les mecs du jeu. Et vous savez, les gars, qu'on joue une finale, on joue pour gagner. On va pas essayer, on va le faire. Les gars, on a déjà parlé. On démarre la deuxième mi-temps. Avec cette confiance-là, on écoute les consignes et on va y arriver, mais on sort mais surtout avec le cœur, ok? On y va, ok les gars? On a failli s'en prendre dans la gueule. Yosa! Je vais en perdre le micro là. Vas-y! Dans l'axe. Il a vu le centre avec la tête de Romain Yaremchuk. Avec le premier but de Romain Yaremchuk sur le maillot de l'OL. Magnifique centre de Rémi Imbert et Corentin Tolisso en train d'haranguer le Groupama Stadium.
Avec Ansat Eboueur, le long ballon, la déviation de Niakate. Avec Corentin Tolisso pour Rémi Imbert, par-dessus du Je t'avais prévenu qu'il ne faut jamais vendre la peau du lion avant de l'avoir tué et ils nous l'ont prouvé ce soir. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, Lyon est parvenu à revenir, mais surtout ce qu'on retiendra, c'est le but de Imbert à la 94e minute qui a fait exploser le stade. Maintenant place au tir au but. Bonne chance à nous. Et c'est fini, c'est le Racing Club de Lens qui sera en demi-finale. Les amis, quel match on a vu ce soir. Malgré la défaite de Lyon, on a eu droit à un match à haute intensité, à la hauteur de ce que savent proposer le RC Lens et l'Olympique Lyonnais. Tout d'abord mené 2-0, les Lyonnais ont fini par revenir dans les derniers instants du match, ce qui nous a offert une magnifique séance de tir au but qu'on est loin d'oublier. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici pour les Lyonnais, mais pour nous, l'aventure continue. Strasbourg, Lens, il nous reste 2 options à présent pour les demi-finales. Je te laisse me dire en commentaire quel club tu veux qu'on aille voir découvrir prochainement. Voilà, ils ont fait 2-3 bêtises et 2-3 erreurs défensives. Lens, c'est une très bonne équipe. Voilà, et on est contre le 2e et le 3e du championnat. À un moment donné, voilà, c'est aussi un match compliqué. Lyon n'a pas démérité, ils sont revenus au score. Après, au pénalty, malheureusement, encore une fois, c'est le jeu du pénalty. C'est toujours hasardeux le pénalty. Exactement. Hein. Ouais. Exactement. Vraiment déçu. Parce que je pense qu'il y avait moyen, avec le PSG qui est plus dans la compétition, il y avait moyen d'aller au bout. Et finalement, ça ne sera pas nous, mais j'espère que Lens va y aller parce que du coup, c'est un super public. En tout cas, et une super équipe. Cette année, ils font une année incroyable. Et d'ailleurs, ça fait quelques années où ça bosse bien là-bas. Et je trouve que, je pense qu'ils mériteraient d'aller au bout. Tous les Français seront contents d'ailleurs parce que ça reste un club qui est aimé de tous les Français, je pense, dans toute la France. Donc voilà, ce serait cool. Nous, il nous reste la Ligue Europa et il y a capacité d'aller au bout de la Ligue Europa et ça serait incroyable. Et voilà les Péloins, si s'achève notre immersion à l'Olympique Lyonnais. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, l'entraînement, la visite de Lyon, la visite du stade. J'espère que tu as passé un excellent moment avec Charlie aussi. Bon, le scénario n'est pas celui qu'on aurait rêvé, mais en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Tu commentes évidemment un joyeux anniversaire à Coach Fonseca. Je te dis à la prochaine. C'était Isoline. Ciao!